éventuellement tu fais face à un jury de sélection, puis que, bon, que naïvement, tu vas t'imaginer que parce que tu as un passé en santé mentale ou que parce que tu as fait là, un ou plusieurs séjours à l'Institut universitaire en santé mentale, on va dire Robert Giffard, ça va être plus simple, et ou encore à Roi-Rousseau, et ou encore n'importe où, que tu vas aller chercher une sympathie immédiate. Rien n'est plus faux. Parce que les gens ont leur histoire, eux autres aussi, puis ils ont le droit d'avoir leur histoire. Alors, d'où ce souci d'être prudent quand ce genre de situation-là arrive, se présente, d'où le besoin qu'on devrait toujours avoir d'en parler à quelqu'un d'autre, là, et de bien s'assurer que, est-ce que je suis légitimé de parler de mon histoire en santé mentale si je passe devant tel ou tel jury de sélection? Et ou il y a toujours des nuances qui se présentent. Juste un exemple de ça, il n'y a pas si longtemps, une personne ici qui en plus, a une certaine difficulté avec son français, on comprendra, c'est une personne réfugiée qui est arrivée ici puis qui partait de loin. Elle a appris le français, elle a appris à se débrouiller en français, ça y a pris à peu près 1 an. Alors, elle est allée pour un rendez-vous d'emploi là, comme femme de chambre et elle a déballé tout ça. D'un coup, elle a fait que, bon, elle était diagnostiquée, qu'elle prenait des médicaments. Ça n'a pas été long. Il a montré la porte au bout de 15 minutes, là, de façon plus ou moins polie. Parce que, bon, ils ont le choix à ce niveau-là. Et puis, bon. Et moi, je suis persuadé que si elle avait été un peu plus prudente, si on lui avait dit « sois prudente avec ça », tu n'as pas à dire que tu prends des médicaments et ou encore que tu as un diagnostic et ou encore que tu demeures dans un logement social subventionné. Si on l'avait dit ça, elle aurait été un petit peu plus sur ses gardes. Mais au moins, là, elle le sait et ça va continuer ses rendez-vous et ça va continuer ses demandes d'emploi et elle va être plus prudente. Des attitudes flagrantes que j'ai vues, c'est quand j'ai voulu refaire mon retour au travail, puis que j'appliquais carrément comme ergothérapeute dans des entrevues, puis veux pas, malgré que tu fasses un CV par compétence au lieu de chronologique pour cacher un peu ton trou d'arrêt. À un moment donné, il y avait la question de dire ce qui s'était passé et moi, je leur disais que je pouvais leur mentir, leur dire que j'avais gagné à la loterie puis je m'étais payé du bon temps, mais que je m'étais tapé une bonne dépression. Et physiquement, le non-verbal, tu voyais les gens reculer sur leur chaise. Puis là, c'est comme si là, il y avait une espèce de malaise là, pendant l'entrevue. Puis c'était vraiment comme si là, je devenais là, lépreuse et contagieuse. Puis naturellement, tu reçois la petite lettre comme quoi ils n'ont pas retenu ta candidature, mais pas pour dire les vraies raisons. Là. Ça fait que j'ai l'impression qu'on fait peur. Quand on l'avoue en entrevue, comme si déjà ils nous voient sur la CSST ou encore retomber malade plus vite et quand au contraire, on est peut-être plus fort et comme on dit, on gère déjà notre agenda et notre tâche en fonction des lumières jaunes qu'on voit. Là. On n'attend pas qu'ils tombent rouges, ça fait que je trouve qu'on est des meilleurs employés par après. Moi, si j'étais un employeur, je l'avais pas vécu, ce que j'ai vécu, ou même en l'ayant vécu, est-ce qu'il y a 2 candidats égaux, est-ce que je choisirais pas celui qui n'a pas vécu de problème de santé mentale? Je ne sais pas. Donc, moi, un employeur, c'est important qu'il m'engage pour mon potentiel et non pas par pitié et non pas parce qu'ils ont à remplir des statistiques qu'il faut qu'ils engagent des personnes ayant un trouble de santé mentale ou certaines limitations. Je veux être valorisée par mon potentiel et mes capacités, mes compétences. Je veux pas qu'il exige moins de moi parce que j'ai un trouble de santé mentale puis qu'il me fasse plus attention d'une manière que je me développe moins. Puis ça serait de la stigmatisation en milieu de travail d'une certaine manière, là, comme ça. Je repense à un retour au travail que j'ai eu où est-ce qu'on a tout mis... Et d'un, le monde ne savait pas que je recommençais cette journée-là. Fait qu'au niveau de l'accueil, tout le monde te regarde avec des grands yeux, voir ce que tu fais là matin. On avait vidé mon bureau. On avait tout mis mes effets, pas juste personnels, là, professionnels, dans des caisses de photocopie mis dans un locker. Et même si mon bureau était libre, on m'a refilé un bureau de stagiaire sans téléphone avec un abonnement de base.
Ça fait que déjà en partant, tu dis, hop là, c'est toi qui as parti le département, puis là, le monde te met dans un coin, dans tous les sens du mot, autant dans le locker que dans un local au loin. Fait que pour moi, ça a été tellement lourd que ça, j'ai commencé le 5 février, puis le 12 mars, je donnais ma démission. Parce que c'était trop lourd, comme si le monde te regarde en disant que tu avais profité du système pour être en vacances. Ça fait que ça a été la pire, là. Même que j'ai été au tribunal, là, parce que qui dit démission dit pas d'assurance chômage, et la nouvelle loi était passée. Et j'ai été mettre... j'ai passé au tribunal administratif, puis j'ai gagné ma cause en tant que démotion. Harcèlement, puis c'est ça. Ça fait que j'ai pu avoir rétroactivement là, les prestations d'assurance chômage. Ça n'a pas été une période facile là, à vivre là, avec d'anciens collègues que tu aimais, puis d'être obligé de démissionner. Là. Moi, je travaille à la QRP depuis 2008. Donc, ça fait 6 ans cette année. J'ai commencé, je faisais de la mise en page, des verbatim, du clérical, tout ça. Puis, je faisais beaucoup d'anxiété, là, de performance, mais aussi d'anxiété sociale. Quand l'heure du dîner arrivait, là, j'essayais de me terrer dans mon bureau. Je parlais pas au monde. Puis petit à petit, on a cru en moi, puis petit à petit, on me donnait d'autres tâches, puis d'autres tâches. Puis, finalement, j'ai fait ma formation de père aidant en 2009. Puis par la suite, Nathalie Lagueux avait besoin d'une adjointe, donc je suis devenue son adjointe au programme père aidant réseau. Fait que, puis j'ai grandi, parce que Nathalie me challengeait, puis elle me donnait des tâches, puis elle était présente pour moi, pour répondre à mes questions, tout ça. Il y avait Diane Harvey aussi qui était très ouverte. Sa porte était toujours ouverte dans son bureau. J'ai jamais senti que quand j'allais la voir, il y avait un problème. Il y a toujours des solutions. Quand moi, je file moins bien, bien, des fois, j'ai 2-3 jours que je rentre pas travailler. Fait que elle me le permet. C'est ça, j'amène un billet médical, là, tu sais. C'est pas ça me tente pas, puis je reste chez nous, là. Fait que, mais, tu sais, j'ai des bonnes conditions. Je trouve que j'ai des bons avantages sociaux dans ma situation. Puis, je suis écoutée, je suis consultée. Tu sais, puis elle utilise mes forces aussi, comme pour faire le fil conducteur, tout ça, le graphisme, pour faire le rapport annuel, tout ça, là. Par rapport à mon employeur comme tel, le fait de me dégager quand je vais donner des conférences à l'extérieur, par exemple, des choses comme ça, puis de me dire « lâche pas, Richard, fais-le, ça fait partie de la game que tu fasses ça ». Donc, que mon employeur ait une conscience qu'effectivement, ce que je réalise en dehors même de mes tâches qui sont liées à mon travail de base, pour moi, c'est un gros, gros plus. Ils sont très attentifs à comment je vais me sentir, puis on va essayer de travailler, même si ça n'a pas rapport à la maladie, mais ça a un niveau psychologique que je me sens moins bien. On va essayer de travailler, ils vont être attentifs pour que je me sente bien au travail, puis que je décèle c'est quoi qui me fait que je me sens moins bien ou que je me sens bien, finalement, les deux côtés. Mais, fait que ça, c'est une pratique que l'employeur soit attentif à comment la personne se sent, puis lui donner de la latitude d'explorer différentes façons de travailler, d'explorer différentes façons de solutionner les problèmes qu'elle peut rencontrer. Je considère moins performante peut-être qu'une personne qui n'a pas de diagnostic pour des raisons pas que je suis pas compétente ou je n'ai pas les capacités, mais que des fois, je me sens moins bien, mais c'est pas nécessairement à cause de la maladie, c'est à cause que j'ai à réapprendre, c'est la réadaptation, j'ai à réapprendre mes états d'être, puis à comprendre pourquoi
pourquoi je me sens de telle manière. Fait que je comprends que ça peut faire peur à un employeur là, que j'ai un diagnostic. C'est sûr que la QRP, c'est le fun parce qu'il y a la mixité entre des personnes qui sont considérées avoir un diagnostic, puis il y a des personnes qui n'en ont pas. Fait que il y a comme un mélange, mais d'un certain côté, moi, des fois, je me dis, j'aimerais mieux pas avoir cette étiquette-là, puis être dans un milieu incognito.